c'est-à-dire de développer un champ d'expression politique, non seulement au niveau, au niveau local, mais aussi un champ développer l'expression de l'ensemble des acteurs qui affectent l'ensemble des sphères d'activité de la société en Algérie, et pas simplement sur le plan politique. C'est-à-dire multiplier les possibilités d'expression de cette société civile plurielle, et pas simplement une société civile politique, c'est-à-dire une société civile qui vise uniquement la transformation du pouvoir. Et donc le champ politique est large parce qu'il comprend ce sub-politique. Et lorsque je parlais tout à l'heure des mouvements syndicaux autonomes, des organisations syndicales autonomes, c'est qu'elles ont ceci de particulier, ces organisations, qu'elles sont formées de travailleurs, de travailleuses, de gens de toutes conditions, et dont l'ancrage est profond dans la société civile. C'est de ce point de vue-là que, de mon point de vue, la société civile est un élément clé pour l'alternative démocratique. Je voudrais juste ajouter quelques mots sur la question qui a renvoyé finalement à la place et au rôle des islamistes et la possibilité de construire les termes et les garde-fous d'une démocratie pluraliste. Moi, je pense qu'il faut voir le danger de ce regard un peu polarisant, islamiste, laïque, moderniste. On a très bien vu dans le cas de la Tunisie comment une certaine droite moderniste, en tout cas de type très néolibéral, par son opposition à l'Assemblée constituante issue des élections, cette volonté d'évincer, moi je ne suis pas du tout un partisan des islamistes, loin de là, mais cette posture du rejet de l'islamisme sans aucune stratégie politique derrière, on a vu que derrière cette volonté d'éviction des islamistes de la majorité politique issue des élections, on a prêché un gouvernement de technocrates formé de personnalités indépendantes. On se retrouvait dans l'impasse qui consistait précisément à offrir les rênes du pays à des gens qui sont technocrates, mais qui sont fondamentalement néolibéraux et qui ne sont pas du tout dotés d'une légitimité politique quelconque. À telle enseigne qu'on se retrouve avec un Mahdi Joumaa aujourd'hui à la tête du gouvernement tunisien, qui est tout simplement quelqu'un qui est issu des multinationales du domaine de la fracturation du gaz hydraulique et du gaz de schiste notamment. Une deuxième chose, moi je pense qu'il y a un préjugé culturaliste un peu eurocentriste à l'égard de nos sociétés qui pensent que soit c'est l'armée, soit c'est les islamistes. Or, précisément, c'est un préjugé qui prévoit à l'égard de nos sociétés. On pense qu'on n'est pas capable d'assumer les divergences et les diverses expressions politiques qui existent dans nos sociétés. On en voit très bien en Occident, par exemple, que les partis d'extrême droite, fascisants, oscillent entre 10 et 15% de l'électorat, et il n'y a personne qui demande leur interdiction du champ politique. Or, précisément, il faut se fier à l'intelligence sociale de notre peuple, il faut cheminer progressivement, et je pense que les Algériens, dans un système de démocratie minimale, on pourra débattre progressivement, je pense qu'on pourra les vaincre, ces courants les plus rétrogrades sur le plan politique. Et les courants les plus rétrogrades ne sont pas seulement islamistes, parce que la polarisation islamiste, non islamiste, elle n'est pas toujours opératoire. Vous pouvez trouver des gens qui sont fondamentalement anti-islamistes et qui peuvent être rétrogrades sur le plan moral. Hein. On a très bien vu des gens qui se disent athées, mais qui sont extrêmement phallocrates, qui sont extrêmement machos. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi j'aimerais réagir très rapidement sur quelques questions avant qu'on passe à d'autres. Quel chemin aurait pu prendre l'Algérie à l'indépendance? Ben, c'est clair, c'est comme tous les pays colonisés qui ont été indépendants, ou pratiquement. À l'indépendance, l'Algérie n'avait rien, la terre brûlée. Qui voulez-vous qui prenne en main l'Algérie, sinon un État? Il fallait donc un État centralisé, un État fort, un État... Et ce qui a essayé d'être fait avec la première constituante, puis Ben Bella, puis Moudienne, bon, il n'y avait pas d'autre alternative. Il fallait que l'État prenne en main les choses parce que dans la société algérienne, il n'y avait pas d'accumulation primitive du capital, ou de gens capables d'acheter le système d'électrification des eaux d'Algérie, ou le port. Il fallait que l'État prenne les choses en main. Mais malheureusement, on sait comment l'État plus tard s'est transformé en clan et en intérêts de toutes sortes. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais réagir, c'est la société civile et son pouvoir et quel espoir. Société civile, oui, tout ça, mais moi je me pose toujours la question, avec quel paradigme, avec quel projet social, avec quelle idée de l'Algérie, quelle Algérie veut-on? Est-ce qu'on veut l'Algérie du marché, l'Algérie du néolibéralisme, l'Algérie du laisser-faire, l'Algérie...
Ça, c'est d'abord la question à laquelle il faut répondre. Et ensuite, cette société civile va agir, le syndicat, etc., va agir dans un sens précis, établi par, pour ma part, ce que je pense, puisque apparemment il n'y a pas d'Ahmed Lahaten ni de général Park en vue, peut-être, j'espère, mais une deuxième république. Qu'un pouvoir, une faction quelconque dans l'armée, on sait très bien, elle n'est pas monolithique non plus, on peut stopper tout de suite cette mascarade qui se passe en Algérie, qui fait de nous la risée du monde, et dire tout de suite une assemblée constituante et passer à une deuxième république. Et cette assemblée constituante serait l'occasion de l'expression de toutes les tendances algériennes, depuis les islamistes jusqu'aux hyper-communistes, syndicalistes, etc. Et pourvu que ça soit un consensus, et que de ce consensus sorte l'idéal de ce que les Algériens veulent que l'Algérie soit. Et à partir de là, ce qu'on fait, et je termine avec cette remarque-là, c'est qu'on fait comme si ces problèmes-là, de l'Algérie en particulier, qui sont des problèmes structurels, systémiques, on fait comme si c'était des problèmes de technique et de procédure. Quelles sont les techniques et les procédures qu'on peut appliquer pour sortir l'Algérie de l'impasse dans laquelle elle est? Non. Les techniques et les procédures, sans vision, sans paradigme, sans conception globale, ça ne sert à rien. Donc, il faut revenir à ça, je le répète, deuxième république constituante, et repenser ce qu'on veut que soit l'Algérie. La première question, c'est M. Yassine Marti, que je vois mieux placé, qu'on revient sur la fameuse PRC, qui était en relation bien sûr avec M. Chikri Khalid et la Sonatrach. La deuxième, adressée à M. Akhtour Omar, qui peut-être peut nous parler des fameux combattants de la liberté, qui sont inscrits toujours dans la politique américaine, économie de choc et démocratisation des sociétés. Combattants de la liberté. Peut-être vous avez entendu parler de la visite de M. Bush pendant la révolution orange en Ukraine, quand il a fait sa rencontre avec ces combattants de la liberté avant d'y aller rencontrer M. Poutine. Pas bouche, pas bouche. Le prochain intervenant, c'est Reda Benyar. En fait, je suis finissant en gestion d'innovation, donc je vais essayer de rejoindre les différentes dimensions que vous touchez, en fait, donc la politique, le syndicalisme, la société civile. Bon, c'est parce que, en fait, je pense qu'on a perdu beaucoup de notre niveau, on a parlé de ça, de notre niveau intellectuel, dans l'éducation, notre éducation est au dernier niveau mondial. Mais en fait, c'était juste une idée en fait, de développer des corporations de métiers. C'était en fait un ensemble d'idées. Développer des corporations de métiers et aussi développer l'actionnariat citoyen. Ça veut dire que le citoyen peut avoir normalement a des actions de son ATRAC et a des actions de son pays, en fait. Détient, si on veut, dans son REER pour être motivé. Le problème maintenant avec l'Algérien, l'Algérien il est fatigué. Comment le motiver maintenant? Comment lui donner, le faire réapproprier son pays, en fait, son métier, éventuellement, et lui donner l'occasion, en fait, de le faire évoluer, d'aller dans le sens de l'innovation. L'innovation, c'est, on le sait, moins, en fait, il y a d'échelons entre la tête et le simple ouvrier, plus en fait, les idées vont avancer, plus il va y avoir éventuellement une amélioration continue des processus et des techniques. Donc, à ce moment-là, voilà, c'est juste une question de... Moi, j'ai dit que, en fait, je l'ai résumé, c'est la motivation à long terme structurée par le travail et l'action citoyenne. Donc, ce qui veut dire comment trouver une façon, en fait, de motiver le citoyen pour qu'il se dise, voilà, c'est ça le modèle, c'est comme ça que je participe dans ma structure économique et sociale, et c'est comme ça qu'on va aller. On va démarrer comme ça. Merci. Le prochain, s'il vous plaît. Le prochain intervenant, M. Ali. Bonsoir, Laoul. Moi, je vois le constat actuel qu'on veut nous vendre. Il y a un conflit présidence-PRS. C'est à peu près l'idée qui est vendue partout. Et si on voit
la réalité, et M. Marty commence à l'aborder un peu en disant que le DRS, il est partout. Effectivement, c'est comme si on a 2 pays en Algérie. Il a le DRS, il a des universités, il a des ambassades, il a des penseurs, et actuellement, c'est sa seule grille de lecture qui est mise en exergue là. Qu'est-ce qu'on voit? On ne peut pas... l'armée est prisonnière de Bouteflika. Or, si on reparle de 62, c'est le contraire qu'on voit à chaque fois là. Quel est le sort des présidents en Algérie? Soit la prison ou le cimetière. Ben Bella emprisonné, Boudin Ban décédé, Chadli emprisonné, il était en résidence surveillée pendant longtemps, Boudiaf mort, exception Zerouach, et actuellement Bouteflika, on nous dit qu'en quoi c'est lui qui détient l'armée alors que c'est contrairement l'inverse là. Il est prisonnier des services de sécurité avec toutes ses reliques. Si on laissait parler Bouteflika, peut-être qu'il aurait, je n'en veux pas de ce pouvoir. C'est un prisonnier, ils doivent le laisser mourir dignement. Donc ça, c'est pour dire que l'histoire, Bouteflika versus DRS, il est prisonnier, on voit l'historique, c'est toujours le même topo. Chaque décennie, on vient nous raconter pratiquement le même processus. La corruption, elle a commencé avec Chadli, la corruption, c'est le même propos là. En prenant son attraque, M. Marty est au courant beaucoup mieux que n'importe qui sur ça. Il y a eu déjà un scandale, Saipem, son attraque en 90. L'opération main propre chez les Italiens, c'est à la suite des révélations au début des années 90, c'était des affaires de milliards aussi. Donc c'est pas nouveau, on ne va pas nous dire maintenant, la corruption commence avec Chekib Flé, ou avec Bouteflika, jamais. Il y a eu, même durant la période de Boundien, avec les contrats d'El Paso, à la fin du règne de Boundien, M. Marty est au courant aussi, il y a eu des gens de son attraque qui ont été emprisonnés. Il y a eu Aït El-Hossin en fuite, Moussa Baili, je ne sais pas s'il est nouveau encore, il a été emprisonné. Donc la corruption, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est systémique, et c'est quoi qu'est-ce qu'il peut avoir comme solution? Il y a plusieurs éléments qui ont été dits et développés, notamment la constituante. Bon, sur cela. Le prochain intervenant, c'est vous, c'est Aristei Sadat. Bonsoir. Depuis octobre 88, on a l'impression que le régime, et à chaque fois, il est en avance par rapport aux tentatives de déverrouillage du système, de la part de la société civile. Par exemple, l'exemple du mouvement Barakat, quand on voit les activistes de Barakat qui sont à chaque fois ils se retrouvent encerclés par des essaims de policiers. Donc, en quelque sorte, le régime, déjà, il a pris ses précautions. Donc, ma question par rapport à ça, c'est qu'avec la montée en puissance des oligarques liés au régime, ainsi que de la progéniture des décideurs politiques, en Algérie, par exemple, le fils de Rahmani, le fils du général Toufeq, ou bien le fils du général Nazar, etc. La liste est vraiment très longue. Est-ce que cette emprise, la même mise du pouvoir sur l'économie du pays, sur la société civile, elle ne risque pas d'être encore plus importante? C'est ma deuxième question concernant le syndicalisme autonome. Est-ce que le fait d'orienter, de concentrer la lutte sur des revendications salariales ou bien sur l'amélioration des conditions de travail, c'est pas ce qui vraiment gêne la cause? C'est-à-dire, elle isole les mouvements, c'est-à-dire les syndicats autonomes. Moi, j'ai vécu en Pologne, j'ai passé 20 ans en Pologne, donc 15 ans dans le berceau du syndicat Solidarité, Solidarność, à Gdansk. Là, je me rappelle, dans les années 80, la principale revendication du syndicat Solidarność, c'était la fin du système, et pas autre chose. Merci beaucoup.